Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le jeudi 28 mai 2026. Depuis plus d'une heure, il pleut sur une bonne partie du pays. Si vous devez aller en ville, faites votre programme et surtout prenez vos dispositions. Malgré la pluie, nous, on est bel et bien au travail puisque notre mission, c'est de vous servir. Voici votre bulletin, voici votre émission. Bonjour le Bénin. Bonjour le Bénin démarre toujours par le bulletin matinal qui nous est présenté aujourd'hui par Victorine Bondé. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Les passations de charges entre les ministres sortants et entrants qui ont démarré mardi se sont poursuivies hier. Le ministère du Travail et de la Fonction publique disparaît désormais au profit du ministère du Budget et de la Fonction publique. Le ministre en charge de ce secteur a officiellement pris fonction. Les détails avec Lenaïk Agbazaou et Françoise Insou. Rodrigue Tchaou succède officiellement à Adidatou Matisse. Le tout nouveau ministre du Budget et de la Fonction publique hérite ainsi du deuxième volet de son portefeuille, le premier étant une direction qu'il pilotait et élevé désormais au rang de ministère. Entre expression de gratitude du personnel et mise en œuvre de réformes saluées par les syndicalistes, la ministre du Travail et de la Fonction publique sortante quitte le fauteuil, le cœur apaisé, dit-elle, après un peu plus de 10 ans. Je repars avec de bons souvenirs de mon passage au ministère du Travail et de la Fonction publique. La satisfaction du devoir accompli. D'abord, cette paix intérieure que l'on ne ressent vraiment que lorsqu'on sait avoir donné le meilleur de soi-même. Je voudrais par ailleurs vous remercier, Monsieur le ministre, car en arrivant au ministère, vous n'êtes pas venu les mains vides. Vous êtes venu en effet les mains chargées. Vous êtes venu avec le budget de l'État. Le nouveau patron des lieux prend la pleine mesure de la charge qui est désormais la sienne. Mon engagement s'inscrira dans la continuité des réformes engagées, avec pour principale mission l'accélération de la modernisation de l'administration au même rythme que la gestion des finances publiques. Je veillerai particulièrement à promouvoir une administration publique fondée sur des valeurs d'éthique, de mérite, de discipline, de transparence, de célérité et de qualité du service rendu aux usagers. Avec la composition du tout premier gouvernement du chef de l'État, Romuald Wardani, 3 ministres délégués sont rattachés au ministre de l'Économie et des Finances, dont le ministre du Budget et de la Fonction publique, ici installé. Et nous restons toujours dans l'actualité institutionnelle pour revenir sur le discours d'investiture du chef de l'État, principalement sur le volet sécurité. Le président, pour faire face au terrorisme efficacement, propose un équilibre entre sécurité et développement. Les précisions dans ce récit de Ghislain Boguet. Dans une sous-région confrontée au péril terroriste, nous sommes condamnés à travailler ensemble. Au Bénin, le président de la République, quoique civil, est le chef suprême des armées. À ce titre, il est le premier Béninois à se préoccuper de la sécurité et de la défense du territoire national et de tous ceux qui y vivent. En temps de paix, son souci majeur est la sécurité intérieure, la libre circulation des personnes et des biens, la quiétude dans chaque ville, dans chaque village, dans chaque quartier de ville, la sécurité des frontières. En temps de guerre, entouré de ses généraux, il devient un véritable homme de Mars qui planifie, anticipe et mène ses troupes à la guerre. Le président de la République, Romuald Wardani, mesure la charge dans toute son amplitude, sa complexité et sa gravité. Dans son discours d'investiture, il a mis le doigt sur les enjeux du moment et proposé des pistes de solutions. Il s'agit du renseignement, il s'agit de la formation de pilotes, formation en termes de renseignement, formation de nos forces spéciales, formation des personnels contre la désinformation qui aujourd'hui fait rage et qui donne l'impression que quelque chose de mauvais se passe entre nous alors que nous ne pensons qu'à nos pays. Face au terrorisme, il propose un mix de sécurité et défense, une piste de solution unanimement reconnue comme pertinente par les experts en géostratégie
en sécurité et défense et en géopolitique. Il faut donc assurer un développement harmonieux du territoire national, assurer le développement des services sociaux de base et les opportunités économiques dans les régions éloignées et les zones frontalières. On l'a vu avec les pays de l'AES, on l'a vu avec le Mali, on le voit avec le Sahel central. Le tout sécuritaire n'est pas la solution idoine. Il est important que dans notre approche, qu'on se rende compte que le tout sécuritaire et le tout militaire, effectivement, ne font partie que d'une partie de la solution et rapidement, l'État doit investir sur la question de l'éducation, de la santé, de l'emploi des jeunes et surtout, je dirais tout simplement d'assurer le rôle qui est le sien, qui est celui sur tout chaque centimètre carré de notre pays, d'être partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Écoles, eau potable, marchés, infrastructures routières, usines, hôpitaux, centres de loisirs, postes de police, faire de la présence plus prononcée de l'État un véritable rempart contre le terrorisme. Le chef de l'État veut rapprocher l'État des citoyens des zones menacées par le terrorisme pour renforcer au sein des populations le sentiment d'appartenance et la coopération multilatérale, un outil puissant de lutte contre le terrorisme. Dans la sous-région, les problèmes liés au terrorisme sont vécus en partage par des pays. Romuald Wadayi propose le partage des efforts, la mutualisation des moyens pour arriver à bout des groupuscules d'hommes armés qui n'ont pas de revendications ni de visage, mais qui frappent et tuent des populations innocentes sans distinction de nationalité ni de religion. Et la question de la coopération régionale est l'une des priorités du président Wadayi. Le Bénin et le Niger sont en passe d'ouvrir une nouvelle page de leurs relations de coopération. La cérémonie d'investiture du président de la République a laissé entrevoir quelques signes de réchauffement et de décrispation. C'est le premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine Zen qui a conduit en personne la délégation qui est venue à Cotonou dimanche dernier. Et de part et d'autre, l'espoir renaît pour une réouverture prochaine des frontières entre les deux pays. Plus de précisions dans ce reportage signé Renaud Akakbo et Katelnda. Des applaudissements nourris pour saluer la présence du Premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine Zen à la cérémonie d'investiture du président Romuald Wadayi. Ces images ont suscité un regain d'espoir et de nombreuses réactions et celle de la communauté nigérienne vivant à Cotonou n'a pas tardé. C'est vraiment une joie pour nous, les Nigériens. J'étais tellement contente de voir notre ministre venir à l'investiture du président. Vraiment, le Niger et le Bénin, bon, on est comme ça, on est deux frères qui sont inséparables. Le Bénin et le Niger, c'est deux pays frères. Et vraiment, forcément, on doit travailler pour que les choses marchent bien. C'était vraiment un réel plaisir de le voir venir à l'investiture du président de la République. Bientôt 3 ans que les frontières sont restées fermées entre les deux pays, cette présence remarquée de la délégation nigérienne à Cotonou est perçue comme un signe de décrispation pour un réchauffement des relations diplomatiques après des mois de tension. Nous souhaitons que dans les jours à venir, qu'il y ait une solution afin que les frontières soient ouvertes. On espère bien que les problèmes vont se résoudre et finalement, enfin, les ouvertures des frontières seront dans les jours prochains, Inch'Allah. Les mots prononcés par le Premier ministre nigérien à Cotonou ne laissent l'ombre d'aucun doute. La décrispation des relations est clairement amorcée. Et je crois que c'est une nouvelle voie qui s'ouvre et je crois que les peuples de ces pays ont toujours été ensemble. Le plus important, c'est de travailler au raffermissement de ces relations. La présence au sein du gouvernement du ministre délégué à la Défense, Gildas Agonkan, précédemment ambassadeur du Bénin près le Niger, n'a rien d'anodin. Selon certains observateurs, c'est un signal de plus pour renforcer la coopération sécuritaire contre la menace djihadiste. Le Burkina et le Mali étaient également présents à l'investiture du président Romuald Wadayi. Ceci relance donc le débat sur les relations entre le Bénin et les pays de l'AES. Après les réactions des Nigériens vivant au Bénin que vous venez de suivre, on vous propose à présent celle de Oswald Padonou. Il est politologue spécialiste des questions de sécurité et enseignant à l'École nationale supérieure des armées. Il était l'invité du 20h d'hier, mercredi. Suivez. Je pense qu'on peut parler sans exagérer d'un début de dégel. C'est un
tournant diplomatique majeur de mon point de vue, après presque 3 années de tension. La main tendue du Bénin a été constante ces derniers mois pour tourner la page, pour revenir à des relations plus normales et tirer profit de ce voisinage-là. Vous savez, le voisinage, c'est la plus grande priorité en politique étrangère. Et le président de la République l'a rappelé qu'il est important que la proximité historique, la proximité géographique et la proximité liée à notre destin commun que nous partageons avec tous ces États-là, que cela se traduise dans un rapprochement effectif entre les gouvernements, entre les options auxquelles tous ces États-là souscrivent pour apporter des réponses, notamment aux défis, les défis sécuritaires, évidemment, le premier, qui concerne justement ces États-là. Donc, je pense que les signes sont positifs et que, cela a été dit par le Premier ministre nigérien, cela a été dit par le chef de l'État dans son discours d'investiture. Et je pense que tous les analystes partagent, disons, la conclusion que nous commençons à amorcer le dégel dans la région, notamment entre le Bénin et le Niger particulièrement. Avec le Burkina Faso, le chef de l'État, le prédécesseur du président Ouaddaï, le président Talon, est allé par 2 fois au Burkina Faso. Le chef d'état-major général des armées, le général Baguidi, est allé 2 fois également au Burkina Faso pour tendre la main du Bénin au Burkina Faso, justement pour mutualiser, c'est-à-dire mettre en commun ce qui constitue nos forces, ce qui constitue nos atouts, mais aussi mettre en commun là où nous avons des faiblesses, que ces faiblesses-là puissent être tout à fait comblées par la capacité de nos voisins et inversement. Et je pense que cette main tendue-là, le Bénin a insisté pour que cette main-là soit saisie. Elle est saisie aujourd'hui, elle commence à être saisie parce qu'il est important qu'on sorte d'une logique de perdant-perdant. On peut aller vers une logique gagnant-gagnant entre les États, quels que soient les choix souverains que nos États font. Je peut dire qu'avec le Mali, par exemple, il y a une coopération structurelle en matière de sécurité, des échanges de stagiaires, d'officiers dans les écoles militaires qui a continué, et beaucoup d'autres, un cadre de dialogue politique qui n'a pas été entièrement rompu. Et il y a encore des canaux qui sont préservés dans le dialogue entre les États. Mais clairement, aujourd'hui, je pense que c'est un moment de renouveau et c'est un moment aussi de compréhension, disons, commune des défis auxquels la région fait face. On est dans cette situation-là aujourd'hui. Il y a un négociateur en chef qui a été désigné par la CEDEAO pour justement créer un cadre de dialogue, un cadre de coopération avec les États de l'AES. Je pense qu'on s'inscrit dans une démarche qui est tout à fait prometteuse. Dans le reste de l'actualité, parlons culture à présent. La communauté béninoise des Hloa et Hwela vivant au Sénégal a commémoré la 105e édition de sa fête identitaire Novicha. À l'instar de leurs parents restés au Bénin, ils ont tenu à commémorer une fête qui date de plus d'1 siècle. Un moment de partage et de retour aux sources que nous relate Ulvaïus Balogun. Au rythme de la fanfare et dans une ambiance festive, les membres de la section Sénégal de Novicha, l'association Monofraternité, paradent pour commémorer la 105e édition de la fête de Novicha. Une procession qui échoue en bordure de mer où les retrouvailles et la convivialité entre filles et fils, Hloa et Hwela, vivant au Sénégal, s'expriment. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons voulu sacrifier à la tradition en fêtant donc Novicha. Nous sommes tous parés de ce tissu. Ce tissu sort tous les 5 ans. Et la 105e édition consiste dans justement la sortie de ce nouveau tissu qui est très beau comme vous le voyez. Et nous sommes tous parés. Chants, danses et échanges fraternels rythment cette journée de communion. Juste dire aux gens du Bénin que vraiment aujourd'hui nous sommes en communion avec eux. Tout ce qu'ils font, nous le faisons. Nous faisons presque la même chose ici. Et nous vivons en même temps Novicha avec la force, la joie, le courage et l'abnégation toujours comme eux. Mais au-delà, Novicha est avant tout la célébration de l'unité, de la solidarité et de l'attachement aux racines culturelles béninoises. Nous célébrons juste la fraternité, l'unité au sein de la communauté béninoise vivant au Sénégal, béninois qui sont nés au Sénégal et béninois de la diaspora vivant au Sénégal. Plus d'1 siècle après sa création, Novicha continue de rassembler les filles et fils du Mono autour des valeurs de fraternité et d'entraide, même au-delà des frontières béninoises. Fin de ce bulletin d'information. Merci d'être resté des nôtres. Excellente journée de jeudi à vous. Bonjour, le Bénin se poursuit avec Alain Sochoumé et moi je vous donne rendez-vous demain, même heure, toujours avec le même plaisir.
Ce sera toujours un plaisir d'être sur ce plateau avec vous. Merci Allez, beaucoup. à demain. À demain. Mesdames et messieurs, cette émission va se poursuivre, comme le disait Victorine Bondé, et tout de suite, notre premier invité va s'installer et on l'accueille avec ceci. Dans son discours d'investiture, le président de la République, Romuald Wadagni, a affirmé que le Bénin a atteint déjà un bon niveau où il est temps maintenant pour que le niveau économique atteint puisse être ressenti dans la vie quotidienne de chaque citoyen. Ceci montre en filigrane que l'action sociale sera au cœur certainement de son magistère. Comment on peut passer d'un État fort à une famille protégée? Comment est-ce que l'action sociale pourrait être au cœur de la gouvernance du président Romuald Wadagni? On en parle ce matin avec un invité qui en est un spécialiste puisqu'il est spécialiste en redevabilité sociale. Monsieur Alavokwe, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour monsieur le journaliste, comment vous allez? Ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est Vous moi. avez certainement, comme tous les Béninois, suivi le premier discours du président Romuald Wadagni et ce pan vous a forcément intéressé. Oui, j'avoue que j'étais à l'investiture, j'étais très sidéré par l'arrimage et que le président, le génie qu'il a eu, à voir qu'il est important et quel que soit le niveau de développement d'un pays, on ne peut que qualifier ce pays de développé que lorsque le ressenti de chaque citoyen face aux problèmes sociaux, face aux difficultés de la vie, que chaque citoyen se sent protégé par l'État parce qu'il n'a pas choisi d'être béninois. Et donc, à partir, lorsque le discours est clair, focus et met la protection sociale au centre de la politique, chaque citoyen devrait se sentir fier et retrouver l'espoir, retrouver toute son énergie de se donner pour que cet État devienne un État où chaque citoyen va sentir la politique dans son ménage. Pendant 10 ans, l'ancien président Patrice Talon s'est employé à travailler en sorte d'installer un Bénin confortable au point de vue infrastructure. Des bases solides ont été posées. L'actuel président Romuald Wadagni était pendant ces 10 ans son ministre de l'économie et des finances. Une fois au pouvoir, il fait cette grosse promesse. À votre avis, dans les mois à venir, quels sont les leviers sur lesquels le président pourrait agir pour faire ressentir à chaque Béninois qu'il peut vivre décemment, comme il a promis lors des campagnes électorales? Merci beaucoup. Je pense que, vous voyez, le chef de l'État, d'abord, vous allez constater que depuis qu'il est candidat à son discours à Parakou, le discours au cours de la campagne, et son premier discours en tant que chef de l'État, il y a une fidélité, il y a une ligne directrice. C'est-à-dire que chaque citoyen sera au cœur de sa politique. Vous avez bien dit, avant de passer à une protection sociale assumée, où chaque citoyen est responsable et que l'État, ce qu'il va faire pour chaque citoyen, va être beaucoup plus ressenti, il est important que l'administration soit modernisée, il est important qu'il y ait des infrastructures, il est important qu'il y ait de l'eau, il est important qu'il y ait des réformes sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation, pour que, à tous les niveaux, qu'il y ait de la transparence. Et que le niveau de responsabilité de chaque citoyen, de chaque responsable politique, chaque responsable administratif, chacun ait un esprit de redevabilité. Et ça, nous avons travaillé à ça. Le président de Patrice Talon a travaillé à ça pendant 10 ans, où aujourd'hui, le Bénin est visible. Le Bénin est reconnu comme un pays, un État fort, un État à respecter. Et donc, après cela, il est important dans les jours et dans les mois à venir, déjà les bases solides en termes de registre social unique est déjà mise en place par le président de la République, M. Patrice Talon. L'ancien président, vous voulez dire. Voilà, l'ancien président Patrice Talon. Et lorsque il y a déjà des bases solides, des tests solides, et que
le projet H est mis en route, je pense que le chef de l'État actuel, M. Romuald Wadagni, va d'abord travailler à la continuité d'abord de ce projet en faisant en sorte que tout ce qui concerne l'assurance maladie, la retraite, et la formation, le secteur informel, on doit travailler à ce que tous ces projets qui sont là, on va quitter le niveau le discours, de programme vers les ménages, en faisant en sorte que chaque citoyen doit savoir qu'est-ce que l'État a prévu en ce qui concerne ces différents projets et quel est son niveau de responsabilité, ce qu'il a à faire pour que cela marche. Vous savez, nous avons, au Bénin, nous avons tellement vécu dans l'émotion. Or, pour réussir une nation, c'est de l'attitude raisonnée, méthodique. L'amour, ce n'est pas juste de l'émotion. L'amour pour une patrie, c'est d'abord vraiment de façon raisonnée. C'est de façon, comment on appelle, c'est d'avoir de la logique dans ce que l'on fait. Or, nous avons tellement vécu dans l'émotion que lorsque quelqu'un est en situation, on cotise et ça s'arrête là. Ici, il faudrait que dans les jours à venir, l'aide, l'assistance soit organisée par l'État. Pour que lorsque, même si vous êtes le seul à avoir les moyens dans votre famille, que vous ne soyez pas ruiné par les demandes de ça et là, mais que l'aide soit organisée. C'est ça la protection sociale. Le président, pendant qu'il était candidat en campagne, disait dans la cérémonie de lancement de son programme justement au Palais des Congrès, ceci que les Béninois ont vraiment retenu, quand vous irez à l'hôpital, on ne va plus vous demander combien vous avez dans la poche, on vous soigne d'abord, puis après on revient sur le dossier financier. Alors, au-delà des soins, le problème du Béninois aujourd'hui, c'est pouvoir manger à sa faim et disposer d'une petite liquidité dans sa poche. Quel mécanisme le président Romuald Wadagni pourrait mettre en œuvre pour que d'ici là, les Béninois puissent être satisfaits sur ce plan, par exemple, quand on sait que dans sa vie de ministre des Finances, il avait préconisé l'augmentation du pouvoir d'achat du Béninois. Oui. Vous voyez, l'augmentation du pouvoir d'achat du Béninois, avant qu'on ne passe à l'augmentation du pouvoir d'achat d'un Béninois, il faut absolument que les besoins de base, c'est-à-dire il n'a pas de crainte à aller à l'hôpital lorsqu'il est malade, cela voudrait dire que l'accès aux soins de santé, c'est facile, puisque les soins de santé continuent de ruiner les familles. Vous voyez, il y a des gens, quand ils sont malades, ils vendent leurs biens, ils empêchent l'enfant d'aller à l'école, ils disent à l'enfant, retourne parce que ton papa est malade, reste à la maison d'abord le temps qu'on le soigne. Ce n'est pas pour vous arrêter, hein. Il n'est pas rare de voir sur les réseaux sociaux, par exemple, des biens mis en vente pour raison de santé. Pour raison de santé. Voilà. Donc cela voudrait dire que lorsque, en amont, on arrive à protéger le citoyen, lorsqu'il veut avoir aux soins de santé de qualité, il n'a pas peur. Ça ne le ruine pas. Lorsqu'il veut éduquer son enfant, ça ne le ruine pas. Lorsqu'il vieillit, il est à la retraite et qu'il ne prend chaque année ou bien chaque mois, il ne dépense pas 60 000, 100 000 francs dans les soins de santé. Lorsque il fait un accident de circulation et que ça ne le ruine pas, dès cet instant où tout ce qui est problème existentiel, on a mis des mécanismes en place pour permettre à la personne de ne pas tomber dans la pauvreté ou de ne pas tomber dans la ruine. Naturellement, les moyens qu'il a vont lui permettre de subvenir à ses besoins. C'est pour cela que la protection sociale, c'est la base du développement. C'est la base du développement. Après avoir construit, fait les infrastructures, il faudrait que tout ce qui est problème de base de citoyens, ou ça les ruine naturellement, ou bien vous êtes riche et du jour au lendemain, vous tombez dans la précarité. Lorsqu'il y a des dispositifs, il y a des mécanismes au niveau national, je précise, ce n'est pas des mécanismes au niveau de chaque famille où on est là, non. Au niveau national, un système de solidarité. C'est une politique holistique. Holistique au niveau national où tout le monde est engagé. Vous allez voir naturellement que la personne aura la capacité de subvenir à ses besoins et le pouvoir d'achat va être amélioré parce que en amont, tout ce qui peut le ruiner,
l'État a mis des mécanismes en place pour qu'ils ne tombent pas dans la précarité. Alexandre Alovok-Kpéhou, à l'annonce du premier gouvernement du président Romuald Wadagni, on note que nous quittons les affaires sociales pour l'action sociale. Ouais. Quelle lecture faites-vous de ce changement au niveau de ce ministère? Vous voyez, les affaires sociales à l'action sociale, c'est toujours, je vous ai dit que il est caractérisé par une fidélité. Il a dit qu'il va passer les affaires sociales, c'est-à-dire qu'on a mis tout ce qu'il faut en place. Maintenant, il veut passer à l'action. Dans le concret, chaque Béninois doit sentir quelque chose dans sa manière de vivre. Et cela appelle à un niveau élevé de responsabilité de chaque citoyen. C'est parce que ce que lui a annoncé, c'est un appel au peuple. Qu'ensemble, il faudrait qu'on passe à l'action sociale. Et l'action sociale, ce n'est pas une question de groupuscule. C'est au niveau holistique, au niveau national, qu'il y ait un mécanisme qui protège chaque famille. Et c'est ça l'action sociale. C'est que chaque personne, lorsqu'il veut aller aux soins, lorsqu'il veut aller à l'éducation, la vieillesse, et tous ceux qui sont dans le secteur informel, ils vont être professionnalisés, réorganisés. Et donc, vous voyez déjà, les 10 ans passés, on a travaillé à identifier. Si déjà un citoyen a peur qu'on l'identifie, comment on peut faire de la protection sociale? Donc, vous voyez, il faut éduquer le peuple à ce qu'il n'ait pas peur qu'on l'identifie. Si on ne t'identifie pas, si on ne sait pas ton statut, comment on peut mettre des mécanismes en place? Donc, c'est un niveau de responsabilité pour qu'il y ait l'action sociale. L'État doit être capable de savoir que M. Alovok-Kpéhou existe en République du Bénin, qu'il habite tel quartier, et voilà sa situation. Mais pourquoi on aura peur d'être identifiable? Donc ça, tout le Bénin, chacun ce qu'il concerne, là où il est, on doit pouvoir l'identifier. Et c'est le travail qu'on a fait, que le gouvernement passé a fait. Avec l'ANIP. Oui, avec l'ANIP. Donc, vous voyez, il y a eu déjà de résistance en la matière. Mais aujourd'hui, on peut identifier. Dès l'instant où on a réussi cette étape, vous voyez, chaque citoyen désormais, on sait ce qu'il fait, son niveau de vie. C'est pour cela qu'il n'est pas bon de mentir sur son statut. Parce que quand on veut construire une nation, chacun doit pouvoir dire la vérité, être vrai sur son statut, pour qu'on mette en place des mécanismes pour réduire les risques. Puisque les résultats de tout ceci sont des outils d'aide à la décision politique, c'est ça. Par exemple. Donc, il faut prendre des décisions sur des évidences. Si, lorsqu'on a commencé par faire de l'identification, lorsqu'on a commencé par identifier les familles, si vous mentez sur votre statut, il est normal que ça soit biaisé après. Donc, c'est pour cela que je dis que le niveau de responsabilité de chaque citoyen doit être élevé pour pouvoir adhérer à cette action sociale. D'accord. Vous en parlez tellement avec de passion qu'on comprend que cela vous tient à cœur. Mais Alexandre Alovok-Kpéhou, quand on finit de dire tout ceci, de façon concrète, comment est-ce que cette politique de permettre à chaque Béninois de vivre décemment, pour reprendre les mots du candidat devenu président Romuald Wadagni, comment est-ce que ça va se traduire réellement dans la vie de chaque citoyen béninois? Vous voyez, si ça va se traduire dans la vie de chaque citoyen, c'est la peur, vous allez voir comme signe visible, c'est la peur permanente de tomber dans la précarité. Vous savez, l'anxiété, l'agressivité apparente. Le stress de chaque matin, lorsqu'un enfant fait la fièvre, le stress d'une mère, de l'amener à l'hôpital parce qu'il n'a pas de ressources. Ça, c'est des choses, lorsque dans le temps, ce stress est réduit et que le risque est réduit, cela voudrait dire qu'il y a déjà ce que le chef de l'État a promis qui se passe. C'est ça, au fait, qu'il faut identifier. Elle pourra aller au marché, par exemple, vaquer à ses occupations après. Vaquer à ses occupations aisément. Donc, il est important de dire à chaque citoyen que ce que le chef de l'État a dit là, c'est d'abord lorsque vous êtes dans votre famille et que vous avez un besoin, vous avez une urgence, la peur que vous habitez à aller à l'hôpital, à instruire votre enfant, vous voyez, ou quelqu'un vient de faire un accident, cette peur-là vous quitte naturellement parce que il y a un système global en place qui vous prend en charge.
qui vous prend en charge. Lorsque vous êtes une mère et que vous êtes enceinte, dès l'instant où vous êtes tombée enceinte et que vous n'avez pas les moyens, il y a l'anxiété. Le risque aussi, pour que vous perdiez cet enfant parce que vous êtes stressé, est aussi élevé. Vous n'allez plus voir des pères de famille disparaître après l'accouchement de leur femme à l'hôpital, où ils déposent la femme et ils disparaissent. Vous voyez, c'est ça le concret. Il aura plus de responsabilités parce qu'il y a un mécanisme derrière qui le protège. Mais quand vous dites ça, celui qui vient de perdre son emploi, contre toute attente, comment est-ce que lui va se retrouver dans tout ce mécanisme-là après? Oui, la protection sociale aussi, il y a un chemin pour ceux qui viennent de finir l'université. Ça veut dire que lorsque vous avez un système où le chef de l'État promet que chaque ménage sera protégé, cela voudrait dire que lorsque vous êtes à l'université, vous avez l'espoir d'emploi. Et lorsque vous tombez dans le chômage, il y a des possibilités pour vous que la République a mis en place pour que vous accédiez à l'emploi. C'est ça, au fait, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui. Ce n'est pas seulement dans l'ancien temps où nécessairement c'est la fonction publique, mais vous allez voir qu'il y a la création de la richesse à travers les pôles de développement dans le pays, où chaque région, tel qu'il a promis, chaque région, le potentiel de chaque région sera mis en valeur. Il y aura des zones industrielles. Vous voyez, ça veut dire qu'il y aura la création de l'emploi, la création de richesse. Donc ça veut dire que lorsque, déjà à la base, la formation est orientée vers les besoins de notre population, naturellement, vous constatez que votre fils va à l'école, il finit une formation technique et naturellement, il est embauché. Parce que le chemin a été balisé et aujourd'hui, on va travailler. Le chef d'État promet qu'il va travailler à ce que l'action sociale soit au cœur de sa politique. Donc, en termes de chômage, vous allez voir que chaque jeune, il a même promis que tous les jeunes, en ce qui les concerne, ils auront accès à l'emploi. Donc, cela voudrait dire qu'il est important que nous adhérons pleinement à cette action en nous mobilisant autour de cette main tendue du chef de l'État qui vient de prendre les rênes avec des ministres compétents. Il est important qu'on se mobilise autour de lui pour pouvoir atteindre les objectifs. Alors, j'ai dit à Alexandre, à la voix, quand on appelle à cette mobilisation qui s'est déjà traduite par les presque 95% de suffrages accordés au président Romuald Wadagni, pendant les 10 ans, est-ce qu'on va oublier que les Béninois se sont sacrifiés quand même à construire ou à reconstruire leur pays? À présent, quelle pourrait être leur partition après 10 ans de sacrifice dans la mise en œuvre de cette politique? N'est-il pas temps plutôt pour les Béninois d'attendre les fruits de leur labeur? Non, on ne va pas attendre. On ne va pas attendre parce que, vous savez, le sacrifice doit être permanent. Le sacrifice doit être permanent. On ne va pas dire, bon, on a fini le sacrifice, maintenant on va attendre... On va se coucher pour manger. On va se coucher, on va attendre les fruits. Non. Le développement, c'est dynamique. Le développement, c'est dynamique. On ne s'est pas sacrifié à tous les niveaux de la République. Ça veut dire qu'on a fait la refonte, on a travaillé. Et donc, c'est dynamique, on évolue au fur et à mesure. Il n'y aura pas un temps où on va attendre... On va marquer une pause. Non, on ne va pas marquer une pause. Le développement est dynamique. Et donc, chaque citoyen, ce qui le concerne, doit continuer par se sacrifier. C'est vrai qu'une génération va se sacrifier pour d'autres générations. Mais déjà aujourd'hui, nous devons faire en sorte que... Nous devons faire en sorte pour accompagner la politique actuelle qui va vers l'action sociale. En 30 secondes, votre mot de la fin à Alexandre Alavokweo. Je voudrais, comme mot de fin, d'abord, parce que d'entrée de jeu, je devais féliciter véritablement le nouveau gouvernement et tous les cadres à qui le président a fait confiance. Et que nous aussi, acteurs de la protection sociale, nous leur faisons confiance et que nous allons travailler d'arrache-pied pour construire un Bénin meilleur. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes Alexandre Alavokweo, spécialiste en redevabilité sociale. En ce qui concerne la protection sociale, vous êtes également un acteur majeur. Merci et comme je le dis à tous nos invités, ici c'est chez vous.
Merci. Revenez quand vous voulez. Merci. Allez, mesdames, messieurs, une pause s'impose et nous allons l'observer tout de suite. Les événements qui se déroulent dans notre pays au plan culturel, Patrick Diossou est déjà sur ce plateau pour en parler avec moi. Patrick, bonjour. Oui, bonjour Alain. Ce matin. Super bien. Oui, avec la pluie. Ah ouais, ben, c'est sa saison. Hein. Oui, bon, on n'a pas le choix. On prend les dispositions pour être au poste. Oui, des dispositions pour être au poste et on n'est pas tous toqués. Elles sont toutes toquées, je ne sais pas si elles le sont, mais elle va nous en parler. C'est le titre du spectacle, Toutes toquées. Un spectacle qui aura lieu le 30 mai prochain au CCRI, le Centre culturel de recherche internationale, et c'est à Ouida. Et pour en parler, c'est la metteur en scène. Elle s'appelle Madame, elle va se présenter tout à l'heure. Madame Piccoli. Absolument. Oui. Bonjour à tous. Milena Piccoli. Milena Piccoli, en effet. Metteur en scène et actrice. Je suis également sur scène lors du spectacle. Oui. Alors, toutes toquées, nous le sommes tous. Hein. Nous tous aussi, nous avons tous un petit problème à un niveau ou à un autre. Mais là, sur scène, vous allez voir qu'on pousse le bouchon un peu loin et qu'on reprend des tocs existants. Vous allez vous reconnaître dans certains d'entre eux, mais à leur niveau plus. Tout ça pour avoir une espèce de thérapie de groupe, je n'en dis pas plus, qui est portante d'ailleurs. On sort plus ou moins soigné à la fin. Vous êtes 7 femmes. Nous sommes 7, 8 avec notre régisseuse. Donc nous sommes une troupe exclusivement féminine, d'où le titre d'ailleurs, les poulets de bicyclette. Justement, ceci m'a intrigué un tout petit peu, Madame Milena Piccoli. Les poulettes de bicyclette, d'où est venu ce nom? Alors la troupe qui est la troupe de l'association Cotonou Accueil, qui accueille les nouveaux arrivants à Cotonou, a décidé de mettre sur pied une troupe théâtrale il y a 3 ans. Donc c'est moi qui m'en suis chargée. Et nous n'étions que des femmes, donc on a fait des brainstorming pour voir un petit peu comment est-ce qu'on va nommer la troupe. Et les mots d'ordre étaient faire un lien entre le fait que nous n'étions que des femmes et le fait que nous étions au Bénin. Donc on était parti sur l'Amazone, on était parti sur des tas de choses. Et puis on a dit, allez, on va faire un petit lien avec le culinaire. Le poulet bicyclette, les poulets de bicyclette étaient nés. Et ça a fait pratiquement l'unanimité. Pratiquement, hein, tout le monde n'était pas d'accord, mais bon, on a vu l'engouement auprès des gens à qui on en parlait. Et ce nom est porteur. On s'en souvient en général. Les poulettes bicyclettes, c'est vraiment un nom porteur. Quand les poulettes bicyclettes deviennent des toqués, ça donne quoi sur la planche? Ah, ben ça donne 1h30 de spectacle assez divertissant. Vous allez voir, vous passerez un beau moment, c'est très drôle. Petite annonce quand même, une des actrices a le syndrome Gilles de la Tourette, qui est donc ça existe, hein, c'est un toc où la personne dit des gros mots et fait des gestes obscènes en permanence. Je le dis pour les parents de jeunes enfants qui risquent de retourner avec un vocabulaire élevé en la matière à la fin du spectacle. Mais c'est comme une thérapie de choc. C'est une thérapie de choc. Et vous allez tous, en tout cas, travailler votre syndrome du plaisir parce que vous allez repartir avec les endorphines au maximum. Ça, c'est certain. Les endorphines. Alors, le spectacle aura lieu le 30 mai, mais il y a eu déjà des spectacles. Oui, chaque année, nous avons notre week-end de travail à Porto Novo, au centre Wadada. Donc, nous logeons et nous travaillons de manière intensive au centre Wadada. La première a eu lieu lundi passé donc, au centre. La prochaine a lieu ce samedi 18h au CCRI. Entrée gratuite, hein, sans réservation. Donc venez. C'est une très belle salle. Ça valait vraiment la peine de faire le petit détour jusqu'à Ouida avec la nouvelle route. Maintenant, ça va vite. Et il y aura encore 2 représentations le 3 et le 5 juin ici à Fidjerosé au Yes. D'accord, au Yes, à Fidjerosé. Donc, le rendez-vous pour cette semaine, c'est le 30 mai, le samedi prochain. À 18h au CCRI. Dans ce très beau théâtre qui vous ouvre les bras. Venez. Oui, entrée libre et gratuite. Et gratuite, absolument. Oui. Et bon, vous avez déjà dit à peu près ce qui va attendre le public, mais est-ce qu'il y aura une différence entre ce qui va se passer à Ouida et puis ce qui va se passer à Cotonou? Non, pas du tout. Mais la salle va être différente. Au Yes, nous allons jouer dans un espace. Nous serons sous une paillote recouverte, etc. Donc l'endroit sera un petit peu différent. C'est un test. À mon avis, ça va très bien se passer. Et à Ouida, par contre, nous sommes dans le théâtre du CCRI, qui est un théâtre beaucoup plus traditionnel. Et
Alors, et quand on parle des poulettes bicyclettes, est-ce qu'il y aura, parce que certains ont demandé, est-ce qu'il y aura des poulets sur la scène ou des bicyclettes sur la plate? Il n'y a pas de poulettes. Il n'y a que des poulettes. Même la régisseuse est une poulette. Nous sommes exclusivement, pas exclusivement parce qu'on n'exclut personne, n'est-ce pas? Oui. Mais pour l'instant, nous sommes effectivement que des femmes, y compris à la technique. Bon, nous avons le régisseur de Ouida, Nicéphore, qui est un homme, mais notre régisseuse à tout est une heureusement, dame. il y a quand même un poulet qui tourne autour des poulettes. Ah ben, il y a toujours, dans une basse-cour, c'est toujours mélangé. D'accord. Il n'y a que les poussins qu'on n'a pas. Ah ouais. Merci, je crois qu'on a tout dit. Il reste à faire l'appel spécial au public. Vous tournez vers votre caméra et puis vous parlez au public béninois pour qu'il puisse venir le samedi prochain. Alors, ben, tout ça est très solennel. Donc, public béninois, nous vous attendons ce samedi 30 mai à 18h au Théâtre du CCRI, entrée libre et sans réservation, et également le 3 et le 5 à 20h au Yes de Fidjirosé. Venez nombreux, le rire est garanti et vous allez repartir de là avec la patate, comme on dit. On vous attend. Milena Piccoli, merci d'être passée sur ce plateau et surtout, dites aux poulettes que les poulets seront présents également. Ah bien, j'espère bien. Venez nous applaudir. Ah oui, d'accord. Merci. Donc, le rendez-vous est pris pour samedi. Samedi, 18h au CCRI. Merci. Super. Allez, on va prendre congé de Mme Milena Piccoli qui va céder sa place à un autre invité certainement. Patrick Dossou, on va passer à un autre sujet. Oui. Le sujet qui, mesdames, messieurs, va certainement vous faire sourire, pourquoi pas. Oui, un sujet qui va vous faire sourire. C'est un sujet qui parle avec un acteur, avec un comédien. Vous vous souvenez de Tarsi Bruce, l'un des comédiens principaux de Tarsi Bruce, de cette série de cinéma. Il s'appelle Ignace Yetchenou. Et il nous parle, il nous dit merci à un Messie. Celui qui est parti, le président parti, on le suit dans cet élément. Ah non, pas le président parti, le président qui a passé service. Bon, quand vous dites parti, vous me oui, faites peur oui, là. Oui, non, le président notre Agbono national est toujours là. Il est toujours là. Il est à la retraite, il n'est pas parti. Bon, il n'est plus président, il sera dans le Sénat. Mais il mérite, Ignace Yetchenou estime qu'il faut lui dire merci et le qualifie de Messie. Voilà. Et vous proposez qu'on suive un extrait de ce clip. Juste un extrait. Patrice Talon. Ici, il n'existe plus que le souffle du vent, le regard des ancêtres et le poids invisible de 10 années de règne accroché aux chevilles d'un homme. Alors, du ventre obscur de la forêt, une voix surgit, rugit. Assieds-toi, Patrice. Arrière-petit-fils du grand devin Gadegbe, toi qui connais le langage ambigu des Corées, ouvre donc les yeux et contemple sans détour ce que pendant 10 années tu as été pour ton peuple. Alors les esprits déroulent devant lui le long pagne de son passage au pouvoir. Il montre les routes ouvertes dans la poussière des villes et des villages. Il lui montre Cotonou, Porto Novo, Parakou et Ouida. Il lui montre toutes nos villes où l'asphalte a remplacé les chemins hésitants d'autrefois. Il montre aussi les marchés modernisés, les places publiques embellies, les bâtiments surgis de terre, comme les signes d'un pays décidé à se redresser, enfin, après de longues années de fatigue. Et les ancêtres murmurent entre eux. Oui, le visage du paysage a changé. Oui. Merci à un Messie. C'était là le message, l'œuvre de Ignace Yetchenou à l'endroit de l'ancien président de la République, Patrice Talon. Et donc, c'est un signe de reconnaissance tout simplement. C'est un grand signe de reconnaissance. Le visage du paysage a changé et il a raison.
Et nous allons continuer en parlant de paysage, mais un autre paysage, c'est le paysage de la mode et de l'art. Le paysage vestimentaire. Oui, paysage vestimentaire. Puisque Patrick Diossou, en réalité, nos créateurs de mode aujourd'hui, mesdames, messieurs, vous allez le constater, rivalisent d'ardeur, d'ingéniosité pour nous épater, toujours nous amener à porter ce qui nous qualifie. Et c'est justement pour ça qu'ils ont créé ce qu'ils ont appelé le Fesmoda. Et sur ce plateau, on a un invité. Oui, un invité, Ricodis Aimé Bévon. Il est le promoteur de ce festival, le Fesmoda, un festival qui parle de mode, un festival qui parle d'art et un festival qui lance dès maintenant un concours de Miss et de Mister Fesmoda. Alors, Fesmoda, monsieur Bévon, bonjour. Fesmoda. Dites-nous tout par rapport à votre festival. Merci beaucoup. Le Fesmoda, c'est un festival de mode et d'art, comme le nom l'indique. Et c'est une initiative culturelle créée par une association de stylistes dénommée ALAGE. Oui, basée c'est Association de... Légendaire Amour et Couture. Amour et Couture, oui. Oui. C'est basé à Révier, je crois. C'est à Révier et ça comprend les stylistes de Révier, de Calavi, de la zone, dont je suis le président. Donc nous sommes en train de faire beaucoup. Dans la commune d'Abomey-Calavi, vous avez initié cette association pour rassembler vos pairs, stylistes et couturiers. Exactement. D'accord. Maintenant, nous avons constaté beaucoup de choses qui nous ont amené à créer le festival, qui va permettre à ce qu'on puisse communiquer à travers le festival, on puisse éduquer du moins la société à travers les plusieurs concepts que nous avons évoqués. Nous avons le Mister Fesmoda. Il y a Miss Fesmoda d'abord, qui est un concours dédié pour les jeunes filles, jeunes dames entre 18 et 35 ans ou plus. Oui. Mister également, c'est entre 18 et 35 ans au plus pour les hommes. Et Mister, c'est la séduction et charisme de l'homme. Et nous allons amener les jeunes à commencer par s'intéresser à l'art de la séduction. Mais M. Bévon, quand vous dites ça et que vous limitez l'art de charisme, moi je ne veux pas parler de séduction, on va parler de charisme beaucoup plus, et que vous limitez ça à 35 ans, ça dit que nos papas de 50 ans, 60 ans n'ont pas de charisme. Même pas. Le problème, c'est que nous avons constaté que c'est au niveau de la jeunesse que ce truc-là est manquant. Et il faudrait qu'on initie ce truc-là pour amener, à la où vont les choses aujourd'hui, il faudrait qu'on interconnecte les jeunes à la réalité, comment il faut vivre, il faut faire sa relation dans la vie de couple, tout ça là. Tout ne se limite pas à l'argent. Il faut savoir parler, avoir une certaine charisme, comme le thème le dit, voilà, vis-à-vis de sa partenaire. Et tout ça, ça s'apprend, il n'y a pas une école pour ça. Donc nous avons initié le Fesmoda pour pouvoir... Les jeunes se sont inscrits et déjà, on leur a proposé des questions, des exercices vidéo qu'ils sont en train de faire. Ça sera basculé sur les réseaux sociaux. Les gens vont suivre comment est-ce qu'ils vont évaluer leur intelligence en matière de gestion de vie de foyer, vie de couple et tout ça. Miss Fesmoda, c'est assez beaucoup plus sur la beauté intérieure de la femme. Nous n'allons pas promouvoir que la beauté extérieure, la beauté intérieure, de par l'intelligence de la fille, comment elle se prépare pour la vie du foyer, et à travers plusieurs questions et exercices qu'on leur soumet. Monsieur Bévon, est-ce qu'il n'y a pas comme une dichotomie dans vos propos quand vous qui êtes créateur de mode, donc habilleur, pour que l'extérieur soit attirant, vous parlez beaucoup plus de beauté intérieure? Oui, vous voyez, la mode a évolué de telle manière qu'aujourd'hui, la beauté extérieure, les formations au Bénin ont évolué tellement que la beauté extérieure est déjà valorisée au point où on a tendance à oublier la beauté intérieure. Donc du coup, il y a le concept défi tempo que je veux en parler tout à l'heure. C'est ça qui met en exergue la beauté extérieure. C'est une forme de défilé de mode qui est également prévue lors du festival qui va permettre de mettre un accent sur la beauté extérieure. Maintenant, la beauté intérieure
puisque c'est très important pour nous, parce que c'est ça qui met en valeur, ça a une interconnexion entre la beauté intérieure et la beauté extérieure, en fait. Oui. Voilà. Donc, c'est de l'intérieur que l'on resplendit pour faire resplendir l'extérieur. Exactement. Comme on le dit, propre dedans, propre dehors. Propre dehors, voilà. Pourri dedans, pourri dehors, voilà. Le concept PD. Alors, dites-nous, à part ce contenu que vous venez de lancer, quelle est la période, quelle est la durée et quel est le lieu de déroulement de tout ce programme de festival? Merci beaucoup. Je vais expliquer. Pour les deux concours, d'abord, ça se passe d'abord en ligne. On va faire d'abord des vidéos. Il y aura le public qui va voter via les réseaux sociaux. Des j'aime, des votes gratuits pour dire, voilà, telle personne, façon elle a parlé, je pense que c'est bien. Tout ça, on est en train de faire à partir déjà du mois de juin. On sera en train de faire ces votes gratuits là jusqu'en août prochain. Et l'apothéose, c'est le 30. 2 mois. Oui. L'apothéose, c'est le 30. On va faire 2 jours. Il y aura le 29, c'est le concours de drague, ou encore Mister là, et Miss Festmonda. Les 2 concours vont se dérouler. L'apothéose, la finale, ce même jour. Nous allons faire la demi-finale, quart de finale, présélection. Tout ça va se passer en ligne. Maintenant, la finale, c'est le 29, on va le faire. Et la remise des prix sera pour le 30 août prochain. Voilà. Et le 30, le lieu, ça va se passer où? Ça va se passer à Révier. Où exactement? Révier, c'est quand même l'un des plus gros arrondissements de Calavi. C'est souvent des espaces qui sont plus grands qu'on a l'habitude de prendre. En temps, on avait pris une salle de fête qui n'était pas en mesure de contenir toute la foule qui était là. Actuellement, nous sommes en train d'imaginer une autre place de fête qui pourrait contenir tout ce monde. Dans le cas contraire, on risque d'avoir un espace naturel, aménagé, décoré pour cet événement. Voilà. Donc tout est en train d'être peaufiné, mis en place. Oui. Est-ce qu'il y a un appel spécial au public? Vous avez déjà lancé, et donc les gens participent déjà. Est-ce que certains peuvent rattraper ou bien c'est déjà bouclé? Bon, pour l'instant, c'est déjà bouclé pour les inscriptions. Ce que nous souhaiterons demander, c'est que le public vote massivement pour les candidats, les soutienne du moins, les accompagner et si possible venir sur les lieux, nous soutenir le jour-là pour que le public béninois puisse comprendre que non, il y a une habitude qui a commencé par être cultivée déjà. Oui, et l'habitude, c'est que la mode, ça vient déjà de l'intérieur pour resplendir vers l'extérieur. Exactement. Festmonda, et c'est la énième édition, c'est quelle édition? Nous sommes à la 4e édition. 4e édition, Festmonda, 4e édition. Et ça a commencé déjà, la finale, c'est pour le 30 août 2026. 26, exactement. Oui, merci. Le rendez-vous est donc pris. Le message est passé. On vous souhaite un bon festival. Merci. Et comme on le dit, revenez-nous quand vous voulez. Ici, c'est votre maison. Patrick, merci beaucoup. Soava, à quelques kilomètres de Cotonou, Senami découvre ses premières règles. Maman, j'aimerais te dire quelque chose. J'ai vu une tache de sang dans mon caleçon. Assieds-toi. Ce que tu as vu n'a rien de honteux. Cela signifie que tu deviens une femme. C'est aussi ce qui a fait de moi une femme et c'est grâce à cela que je t'ai eu. À partir d'aujourd'hui, il faudra bien t'occuper de ton hygiène et porter des sous-vêtements adaptés pour retenir le sang. Est-ce que les garçons aussi ont leurs règles? Non, les règles concernent uniquement les filles et les femmes. Et ça dure combien de temps? 3 jours, chez d'autres, jusqu'à 5 jours. Pourquoi tu as l'air si triste? Pas quelque chose de malheureux, mais plutôt une étape joyeuse de ta vie. Comme cette adolescente,
De nombreuses jeunes filles ont besoin d'être préparées et accompagnées dès les premiers signes de la puberté. Il est important qu'une jeune fille soit préparée avant l'apparition de ses premières règles parce que, comme toutes les questions qui ont trait à la santé, la première des choses à faire, c'est la sensibilisation et l'information. Et pour la question des règles et des ménages, comme on appelle les premières règles chez une jeune fille, il est très important qu'elle soit sensibilisée avant pour avoir suffisamment d'informations pour savoir comment gérer cette autre étape de sa vie. Saigner, avoir ses règles, c'est normal, mais ce n'est pas banal. Il faut leur apporter les conseils nécessaires. Lorsque tu vois tes premières règles, il faut t'approcher de tes parents, il faut parler à tes parents, il faut parler à tes aînés. Et lorsque le besoin se pose, même au-delà de l'aspect familial, il faut s'approcher des professionnels de la santé pour qu'ils vous donnent des conseils nécessaires pour mieux vivre et pour mieux traverser cette étape-là. Parce que c'est une évolution normale, un processus physiologique et naturel pour toutes les jeunes filles. Mais si elle n'est pas préparée, elle va vivre cela comme un phénomène anormal, parce que c'est anormal pour elle de voir du sang couler comme toute personne. Si tu vois du sang couler sur toi alors que tu n'es pas préparé, tu peux avoir peur, tu peux te dire que c'est de ta faute, tu peux te dire que tu as peut-être fait quelque chose qui a provoqué cela, et tu peux te retrouver recouvrir sur toi-même, ne pas savoir comment vivre cela, et ça peut être assez difficile. Et il est important qu'elle ait suffisamment d'informations pour savoir comment vivre cette étape de sa vie. Elle n'a pas été informée, elle ne le dit pas. Dès qu'elle découvre qu'elle a ses premières règles, elle a tendance un peu à cacher. Et la deuxième erreur, qui est un peu plus, qui ne s'arrête pas aux adolescentes qui ont vu leurs premières règles, mais aux questions pratiques pour beaucoup de femmes, c'est ne pas savoir comment gérer sa période de phase intime, vouloir copier exactement ce que l'autre lui a dit. C'est-à-dire, une personne peut te dire, ah, moi, quand j'ai mes règles, je change 2 fois mon protège par jour, je change 2 fois ma couche par jour, alors que chaque femme a son cycle qui lui est personnel, à sa manière de vivre ses règles de façon personnelle. Donc, savoir s'adapter à son cycle, à sa manière de vivre ses règles. Certaines peuvent avoir les règles de grande abondance, de moyenne abondance, de petite abondance. En fonction de cela, elle doit savoir comment s'adapter, changer ses couches le nombre de fois qu'exige son corps, savoir comment faire sa toilette. Mais pour les femmes des anciennes générations à Soava, cette période était souvent vécue avec peu d'informations et peu de moyens de protection. Mes premières menstruations remontent à plus de 60 ans. À cette époque, j'avais peur. La femme de mon père m'a alors donné un pagne et m'a appris comment me gérer. Chaque fois que le tissu se salissait, nous allions le laver à la rivière. J'ai eu mes premières règles à 18 ans alors que j'étais chez ma tante. Elle m'avait aidé avec un pagne. Les filles qui vont à l'école ne peuvent pas vraiment utiliser des serviettes réutilisables ou lavables, car elles sont plus pratiques et confortables à la maison. En grandissant, j'ai ensuite opté pour les serviettes hygiéniques. Si je devais choisir aujourd'hui, je préférerais les protections jetables, car elles offrent plus de confort. La seule difficulté survient lorsque je n'ai pas les moyens d'en acheter. Aujourd'hui, les jeunes filles utilisent des couches qu'elles jettent après usage. À notre époque, ce n'était pas ainsi. Même après l'accouchement, les femmes n'utilisent plus de pagne comme avant, mais plutôt des protections jetables. Aujourd'hui, les jeunes filles disposent de plusieurs types de protections hygiéniques pour mieux vivre leur menstruation. Le choix d'une protection adaptée reste essentiel pour l'hygiène et le confort des adolescentes. Il est conseillé d'utiliser ce qui se vend en pharmacie. Pourquoi en fait? Parce qu'en pharmacie, on estime d'abord que la qualité de ce qui se vend doit être de très bonne qualité, parce qu'on a des services de régulation qui s'occupent de cela. De 2, la qualité de la conservation
les serviettes hygiéniques aussi, ça compte beaucoup. On peut avoir une serviette hygiénique de qualité, mais qui est mal conservée, exposée au soleil, exposée aux intempéries, qui se retrouve dégradée, et lorsqu'on l'utilise, elle ne nous amène pas de satisfaction. Et, comme on l'a dit, s'il y a à défaut de moyens, le plus important pour une serviette hygiénique, c'est qu'elle soit en coton, qu'elle ait une capacité de rétention importante, mais surtout qu'elle soit propre. Parce que même si tu achètes une serviette hygiénique en pharmacie et que tu la gardes dans des conditions déplorables, l'utiliser sera plus néfaste pour toi que même ne pas l'utiliser. Donc, serviette hygiénique en coton, de bonne qualité, bien la conserver et toujours la propriété. Et généralement sur le marché, par exemple, vous allez retrouver différentes sortes de serviettes qui ne sont pas forcément très bien pour la santé. Donc les serviettes menstruelles qu'on produit, ça permet quand même de pouvoir garantir une bonne santé pour les filles et les femmes et éviter les maladies qui peuvent en découler. Donc c'est la raison pour laquelle nous produisons ces serviettes menstruelles. Ce que nous produisons, c'est beaucoup plus pour aider les femmes et les filles. Il y a quand même cette réticence-là vis-à-vis des femmes. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de quand même les amener à comprendre que ces serviettes-là, par exemple, c'est pour quand même leur permettre d'avoir beaucoup plus de confort, d'être vraiment à l'aise et également pour le bien-être de leur santé et tout que nous produisons ces serviettes. Et au-delà de ça, il y a également les serviettes qu'on retrouve sur le marché qui sont importées, qui ne sont pas très bien pour la santé également. Donc on essaie quand même de les sensibiliser sur l'importance de pouvoir adopter des serviettes menstruelles qui respectent des normes et des standards donnés. Pour le moment, ce que nous produisons est distribué de façon vraiment gratuite. Ce que nous produisons, nous ne les vendons pas. On distribue ça aux bénéficiaires qu'on essaie quand même de former sur nos activités qui bénéficient de nos formations, de nos sensibilisations et tout. En milieu scolaire, plusieurs jeunes filles disent encore subir des moqueries pendant leurs règles. J'avais un cahier dans lequel j'écrivais, parce que je suis régulier. J'avais un cahier dans lequel j'écrivais, donc après les 28 jours, avant que je ne trouve mes menstrues, je me préparais déjà d'avance. J'ai été victime de moqueries de la part de mes camarades pendant toute une semaine. J'étais assise à ma place. Quand j'ai ressenti des douleurs, j'ai essayé de me lever pour aller aux toilettes, pour voir ce qui se passe. Quand j'ai remarqué que j'étais tachée, et mes camarades ont vu, ils ont commencé par se moquer de moi. Et là, il a fallu l'intervention de mon professeur d'histoire géo pour que tout ça s'arrête. J'avais l'une de mes copines, elles étaient sur le choc, un grave choc. D'autres se retrouvent même à l'hôpital parce que les garçons se moquaient d'elle. Elle ne sait pas ce qu'il arrive. Si elle n'avait pas atteint l'âge de la puberté, elle ne sait pas ce qu'il arrive. Donc, du coup, elle a peur jusqu'à ce qu'elle pique crise en classe. Personnellement, je n'ai pas vécu ces expériences-là, mais j'ai une amie qui en a vécu une et elle m'a raconté que ça s'est passé. En fait, elle a mal compté son cycle et quand elle est rentrée en salle, elle était tachée. Et ses copines, quand elles ont vu ça, au lieu de lui dire, elles se sont moquées d'elle. Et c'est un garçon de la salle qui est venu lui dire qu'elle était tachée. Je me suis sentie vraiment mal. Je me suis dit, c'est pas quelque chose de sale. Pourquoi eux se moquent de moi comme ça? Donc ça m'a vraiment fait mal. Et je me sentais très mal. Ça lui a vraiment fait mal parce qu'elle se disait que c'était ses copines et qu'entre filles, normalement, elle devait être solidaire. Et quand ça tout se passe, elle devait lui dire qu'elle était tachée. Mais au lieu de ça, elles se sont moquées d'elle pendant des jours. Elle faisait que se moquer d'elle. Quand elle rentrait dans la salle, ça chuchotait et tout. Et que ça lui a vraiment fait mal. Pourtant, les menstruations restent un phénomène naturel dans la vie de toute femme. Mes jeunes dames, soyez fiers lorsque vous voyez vos règles. Lorsque vous avez la survenue de ce phénomène-là. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre corps fonctionne d'emblée bien. Ça doit être une victoire, c'est-à-dire vous devez comprendre que vous avez franchi un certain niveau de la vie. Vous devez être fier de cela. Ok? Vous ne devez pas vous ressentir ni de honte, ni de gêne, ni d'anxiété, ni quoi que ce soit. Quand on parle de santé menstruelle, de dignité menstruelle, on voit souvent que l'aspect hygiénique, alors que ça va au-delà de l'hygiène. Quand on parle de la dignité menstruelle, c'est comment est-ce que, par exemple, on regarde l'aspect social, politique, les infrastructures au-delà des serviettes hygiéniques. Donc aujourd'hui, ce n'est plus recommandé de parler de serviettes hygiéniques, mais plutôt de parler de serviettes menstruelles. On dit que le cycle menstruel, c'est un phénomène qui entraîne des modifications
chez la femme, ok, à plusieurs niveaux. Ce qu'on voit le plus souvent, ce sont les modifications au niveau utérin. Mais ça, c'est la dernière manifestation en fait, du cycle menstruel. Parce que le cycle menstruel, il va sous une période qui peut varier de 25 à 32 jours, en fonction du cycle. C'est là où on parle de cycle régulier, des cycles irréguliers. Et au cours de cette période-là, il y a plusieurs phases qui se succèdent. On a la phase folliculaire, la phase ovarienne, qui est la phase de la production de l'ovule, et la phase lutéale. Au cours de cette première phase-là, c'est la phase au cours de laquelle l'utérus se prépare. En principe, les règles, c'est quoi en fait? Si vous pouvez me mettre une petite parenthèse. Les règles, en fait, c'est la conséquence du fait qu'il n'y a pas eu fécondation. Donc, chaque mois, lorsque la femme a vu ses premières règles, son corps se prépare à recevoir une grossesse. Et lorsqu'il n'y a pas de grossesse, le corps dit « Ok, il n'y a pas ce qu'on attendait, alors tout ce qu'on a préparé là, vous pouvez débarrasser le plancher. » Et cela se manifeste in fine par des règles. Donc, au cours de la première phase, qui est la phase folliculaire, il y a un jeu hormonal qui permet au corps, et notamment à l'utérus, de se préparer pour recevoir le futur œuf issu de la fécondation. Au cours de la deuxième phase, qui est la phase lutéale, le corps est quasiment... L'utérus est prêt parce qu'il y a eu ovulation en milieu de cycle. Et s'il y a fécondation, il y aura plus tard nidation au niveau de l'utérus, de la couche la plus interne de l'utérus qui est appelée endomètre, qui est la muqueuse la plus interne, comme je disais tantôt. Alors, lorsqu'il n'y a pas nidation, cette muqueuse-là, qui est de deux ordres, il y a la partie organique et la partie fonctionnelle. C'est la partie fonctionnelle qui suit des modifications pour atteindre la grossesse. Lorsqu'il y a grossesse, il n'y aura pas de règles. Parce que cette partie-là va continuer son rôle pour protéger l'œuf qui a été implanté. Alors, lorsqu'il n'y a pas de grossesse, lorsqu'il n'y a pas eu de fécondation, il n'y a pas eu de nidation, il n'y a pas eu d'implantation, tout simplement, cette partie fonctionnelle-là va se dégénérer et sortir sous forme de règles. La parole se libère peu à peu autour des menstruations, un sujet encore tabou, mais essentiel pour la santé et la dignité des jeunes filles. Un sujet très important, un sujet, je dirais même vital. Et vous avez suivi donc ce reportage de Christelle Ediacho Tongoro, avis donc à nous autres hommes, surtout aux plus jeunes élèves et étudiants. Les filles, les femmes sont nos sœurs, elles sont nos mamans. Et dans des situations comme ça, chers garçons, si je puis me permettre, vous avez l'obligation d'être élégant, d'être humain, de ne pas vous moquer des filles, mais plutôt de les respecter et de les accompagner. Cela montre combien de fois vous êtes très bien éduqué, parce qu'un Béninois reste quand même un homme éduqué, un homme élégant, un homme respectueux. Et parlant justement et toujours de l'hygiène, voilà, j'y arrive, de la santé menstruelle, il y a une Béninoise qui s'est engagée corps et âme pour redonner et continuer ce combat et redonner toute sa dignité à la femme dans ces situations-là. Jennifer va la recevoir et on va les accueillir avec ce tapis. Le Bénin est en mouvement par l'engagement de ses enfants, fils comme filles, et celle que nous recevons ce matin en est un exemple. Jennifer, bonjour. Bonjour Alain, belle introduction. C'est important justement de rappeler le respect en matière de ce sujet. Vous savez, lorsqu'on se retrouve victime de moqueries, ça peut être un abus, c'est d'ailleurs un abus. On ne le sait pas forcément et vous n'avez pas idée d'où ça peut aller. Et justement, notre invitée qui est engagée corps et âme a d'abord été une victime qui a presque sombré, mais heureusement, elle en a fait une force. Donc, il s'agit bien sûr de Laurence Arissou. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame la journaliste, bonjour aux amis téléspectatrices et téléspectateurs de la SRTB. Laurence Arissou, bienvenue à la maison. Merci beaucoup, vous êtes un plaisir partagé aussi. Spécialiste donc en développement communautaire et également présidente de l'ONG Ekundayo. Je commençais à le dire à Alain, vous avez vécu justement cette moquerie-là. D'abord, comment ça s'est passé, comment vous l'avez vécu? J'avais 14 ans et je me rappelle, on était à un cours d'anglais. Et je ne savais pas que je saignais parce que je n'avais pas senti au prime des douleurs. Donc, mais à un moment donné, j'ai constaté qu'au niveau de mon banc, tout est mouillé. Et ma camarade m'a touchée. Regarde-toi.
je me suis regardée, j'ai vu que je saignais. Et ce jour-là, j'avais une grande peur. Je me disais, à la fin du coup, comment est-ce que j'allais me lever? Mais puisque j'étais un peu devant, ceux-là qui étaient derrière moi avaient déjà constaté la chose bien avant qu'on me l'annonce moi-même. Et quand le cours était terminé, j'attendais. Tout le monde devait sortir avant que je ne sorte. Mais il y avait des garçons qui sont sortis de la salle de classe, mais qui étaient aux alentours, qui attendaient que la vedette puisse sortir. Et ça a été très difficile pour moi. Je me rappelle, il y avait une copine de classe qui est allée chercher un pagne auprès d'une vendeuse pour que je puisse me couvrir, me protéger. Et sur le chemin de l'école vers la maison, c'était vraiment très long, plus long que d'habitude, parce que j'avançais avec ma copine, mais derrière, ça huait. On ne m'insultait pas réellement, mais je sentais qu'on parlait de moi et on claquait même, ça claquait des mains. Ça a été difficile et je me rappelle quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit à ma maman, je ne veux plus retourner là, il faudra me changer d'école. Et elle a dit, quoi? En pleine année scolaire, qu'est-ce que tu racontes? Et j'ai dit, voilà ce qui s'est passé. Et je peux déjà dire que dans le temps, je n'avais pas été préparée à ça. Donc, c'est arrivé de façon inopinée. C'est une agression, il faut le dire. Voilà. C'est une agression de la part de vos camarades garçons à l'époque. Oui, c'était exactement ça. Et aujourd'hui, je me dis, certainement, ils n'ont pas eu l'information favorable. Et en ce moment, ils n'avaient pas également l'élément de langage adapté pour me parler. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle peut-être ça huait dans mon dos et ça m'a affectée. Et aujourd'hui, je suis vraiment résiliente. Voilà. Et voilà le résultat. Et justement, aujourd'hui, vous êtes une porte-voix de ce combat-là pour redonner sa dignité à la femme dans cette situation. Avec notre invitée, Jennifer Sativi. Absolument. On a écouté justement le témoignage de Laurence Arissou, traumatisé, presque hué par ses camarades. Mais vous avez réussi quand même à trouver cette force-là dans la douleur pour passer à l'engagement. Comment s'est fait cette transition? Alors, il faut dire que déjà, au moment où je subissais ça, en réalité, je ne savais pas ce que je subissais. Okay. Je ne savais pas que c'était une discrimination ou une stigmatisation menstruelle. C'est bien après, quand j'étais à l'université où j'avais vraiment choisi la filière, que j'ai commencé par comprendre et je me suis dit, mais ça veut dire que ce que j'ai subi dans le temps, on m'a hué, c'était une discrimination menstruelle. Et donc, je me suis dit, si c'est le cas, ça veut dire que beaucoup de filles comme Laurence Diet subissent cela en silence, sans pouvoir en parler, et qu'il faut travailler à changer la donne. C'est de là que j'ai eu l'idée, c'est de là qu'est me venue l'idée de m'engager. Et quand j'ai réfléchi à m'engager, je me suis dit, d'abord, quand j'ai quitté le collège où j'ai été huée, j'ai rejoint un lycée de jeunes filles, que je ne mentionne pas. Et au niveau de ce lycée-là, je jouais au basket pour le lycée. Et j'ai aussi compris qu'il y a une différence entre être une fille simple qui va à l'école comme toute autre fille et être également athlète. Parce que quand tu es une fille athlète, tu es face à d'autres réalités liées à la pratique sportive. Donc, il faut avoir un mental assez fort pour gérer tes menstruations alors que tu vas faire le sport pour que cela ne te dérange pas. Parce que, vous savez, le cycle menstruel varie d'une fille à une autre. Une fille peut vivre son cycle menstruel sans problème, sans douleur. De la même manière, une autre fille peut la vivre avec des douleurs et c'est souvent continuel. Vous voyez? Donc, je me suis dit, ça veut dire que même les athlètes vivent leur cycle menstruel de façon spécifique. De peur d'être huées toujours? Oui. Et tout dépend également de la saison dans laquelle elles seront en ce moment-là. Si elles sont en entraînement en compétition, technique, en compétition, etc. etc. Et ce qui est un peu désolant, c'est le manque de courage que l'on remarque d'en parler de façon libre. Que tu sois une fille, une athlète ou une fille handicapée, tu dois pouvoir dire « j'ai mal parce que j'ai mes menstrues ». Alors, aujourd'hui... J'ai mal parce que j'ai mangé du haricot ou un truc la veille. C'est ce qui se fait. Ouais, mais... Aujourd'hui, Laurence Arissou, en quoi consistent vos actions pour corriger le tir? Alors, nos actions de façon concrète pour corriger le tir, c'est que nous organisons des causeries menstruelles. Pas uniquement à l'endroit des filles, parce que nous estimons que la question liée à la dignité menstruelle concerne
toutes les personnes membres des communautés. Donc, ces causeries menstruelles sont à l'endroit des pères, chefs de famille, sont à l'endroit des jeunes garçons, des garçons artisans, donc instruits et non instruits, à l'endroit des femmes handicapées, parce qu'elles ont la charge et le rôle de préparer leurs filles psychologiquement et techniquement également, avant l'arrivée de la ménage. Et donc, voilà un peu le combat que nous faisons. Il y a beaucoup, justement, je vais dire, de spéculation qu'il y a autour des menstruations. Quelles sont les questions que vous abordez, que vous mettez en avant? Vous n'êtes pas sans savoir, dans certaines croyances, la femme en menstruation est considérée comme impure. Il y a également la question des protections en cette période-là. Quels sont les différents thèmes que vous abordez, par exemple? Lors des causeries menstruelles, vous voulez dire. Alors, lors des causeries menstruelles, les thématiques que nous abordons dépendent de nos cibles. Quand nous discutons, nous menons une causerie menstruelle, par exemple, avec les pères, chefs de famille, nous leur parlons de leurs devoirs. Vous savez, le père, chef de famille, a une influence sur sa fille. Ce que la maman dit, répète plusieurs fois, lorsque le père s'y met, on atteint vite le résultat. D'accord? Donc, on est en train de travailler pour que ces pères-là mettent la main à la pâte. À la fin du mois, vous allez voir le père chef de famille dresser un budget pour le riz, le maïs, etc. Mais est-ce qu'il a l'habitude de dresser un budget pour la protection menstruelle de ses filles ou de sa fille? C'est à cela que nous travaillons. Il faudrait que la question liée à la dignité menstruelle soit une chose normale, comme toutes les questions au sein des familles. C'est lorsque on voit ça comme une chose anormale qu'on commence par cacher ça. Et ça agit sur la psychologie. Ça ne devrait plus être un sujet tabou. Voilà, ça agit sur la psychologie de la fille et parfois même ça agit sur sa performance. Puisque une fille qui n'est pas à l'aise dans sa famille, ce n'est pas à l'école où on estime quand même qu'à l'école, elle doit être en sécurité, à l'aise. Ce n'est pas là-bas qu'elle sera à l'aise. Il faut qu'elle soit à l'aise partout dans la communauté, dans les hôpitaux, dans les centres, à la maison, en famille, sur les lieux où elle pratique le sport également. Alors, vous rencontrez certainement dans vos causeries et vos différentes actions des filles qui vivent la même chose. Est-ce qu'en dehors de ces causeries-là, vous travaillez peut-être avec d'autres acteurs? Vous avez évoqué justement les parents, les pères. Est-ce qu'il y a peut-être des enseignants, d'autres psychologues, par exemple, avec qui vous interagissez également? Voilà, nous travaillons avec les enseignants, les pères, les mères, même les femmes handicapées, parce qu'il faut dire que la question de la dignité menstruelle écorche également les femmes handicapées, où on pense que lorsqu'une femme elle est handicapée, elle ne va pas convenablement jouer le rôle, ou parce qu'elle est handicapée, elle ne va pas pouvoir accoucher. Parce que vous savez, les menstrues sont le début d'une bonne chose chez la femme. Quand une fille a ses menstrues, c'est que forcément, elle a des prédispositions pour concevoir demain. Donc, ce travail que nous faisons au niveau, par exemple, des femmes handicapées, c'est d'abord leur redonner confiance en elles-mêmes. Avant qu'elles soient capables de donner confiance, d'encourager leurs filles et de les préparer correctement avant l'arrivée des premières menstruations. Et on a vu Laurence tout à l'heure sur les images avec une serviette. Quelle est la raison justement d'une conception de serviette? Nous, à notre niveau, nous travaillons à distribuer gratuitement, à mettre à la disposition des filles et de nos cibles des protections menstruelles de façon gratuite, juste pour contribuer à la réduction de la précarité menstruelle. OK. Alors, Alain, vous n'êtes pas sans le savoir, au cours des dernières années, le Bénin, il y a eu assez d'initiatives dans ce sens-là, en ce qui concerne la dignité menstruelle, la santé menstruelle également. Quelles sont les avancées que vous avez enregistrées au niveau du Bénin et que vous pouvez partager avec nous depuis que ce combat se mène? Alors, il y a eu des avancées, et des avancées assez positives. Déjà, quand on fait le point, une décennie en arrière, on ne parlait pas réellement de la santé menstruelle ou de la dignité menstruelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les filles menstruées ou les femmes vivaient cela en silence. On n'en parlait pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de campagnes, il y a beaucoup de discussions, il y a des causeries, il y a même des cercles de parole autour des questions de la menstruation, autour des questions de la dignité menstruelle. Et il y a également les organismes, les institutions nationales et internationales qui s'en mêlent, qui en parlent. Il y a
beaucoup d'institutions aujourd'hui qui ont mis au prime abord les questions de la dignité menstruelle dans leur plan stratégique. Et c'est ce qui justifie par exemple le fait que beaucoup d'organisations de la société civile s'intéressent davantage à la question. Il faut également... Oui, allez-y. Il faut dire qu'au niveau national au Bénin, il y a beaucoup d'ONG qui interviennent dans le domaine, mais la référence reste, à mon avis, par exemple, la Fondation Claudine Talon, qui fait beaucoup en termes de qualité, mais également de quantité en matière de conception et de mise à disposition gratuite des protections menstruelles pour le bien des filles et femmes menstruées du Bénin. Laurence Arissou, c'est un énorme travail que vous faites à l'endroit des communautés, mais il y a une communauté, je pense, à laquelle vous devriez peut-être jeter un coup d'œil. Il s'agit de ces croyances, de ces religions, de ces communautés où on pense que la femme en période menstruelle est impure et devrait rester à l'écart d'un certain nombre de choses. Est-ce que vos actions vont dans cette direction? Merci beaucoup d'avoir abordé cette question-là. Je pense que c'est la cible liée aux leaders religieux et communautaires. J'avoue que cette lutte, de façon spécifique, avec cette cible, est complexe. Complexe parce qu'il y a un ancrage culturel qui est autour et il y a des croyances autour. Ce n'est pas une chose qui est facilement effaçable d'un coup comme ça. Et déjà, ce que nous pensons, c'est que, ou l'argument que nous brandissons quand nous échangeons avec ces genres de personnes ou ces types de cibles, c'est que au moment où vous pensez que la fille doit être isolée, parce qu'elle est dans une période donnée. Au moment où on l'écarte du carcan familial, du salon ou autre, qu'est-ce que vous prévoyez pour elle? Aujourd'hui, les filles béninoises sortent et vont compétir sur le plan international. On leur demande du résultat, au même titre que certaines filles européennes ou autres qui n'ont peut-être pas grandi dans les mêmes conditions. On leur demande, il y a une obligation de résultat. Et donc, nous brandissons l'argument selon lequel ils doivent travailler pour mettre les filles dans les mêmes conditions afin d'exiger d'elles des résultats, pour permettre que le pays avance, pour permettre que le Bénin avance. Donc, c'est simple la stratégie. Permettre à ces filles-là de leur trouver un autre objet d'épanouissement, pardon, qu'elles sont séparées du carcan familial. Il ne faudrait pas qu'elles se recroquevillent sur elles-mêmes. Sinon, ça peut les affecter et affecter même leurs résultats scolaires et plus tard leur développement. Et il y a justement cette vidéo de Laurence, vous avez fait un petit, je dirais pas un spot, un petit poème qu'on va suivre avec la complicité de la réalisation et revenir. Ah, magnifique. Je pense que le message est passé. Absolument. Et je le disais, vous faisiez si bien de le dire, l'État met assez de moyens. On a l'Institut national de la femme, le ministère des Affaires sociales. Mais est-ce que vous observez sur le terrain, et également vous, ces ONG qui mettez toute votre ardeur dans cette lutte, est-ce qu'on peut quand même noter une certaine progression en ce qui concerne les mentalités? Est-ce que les résultats portent un peu leurs fruits quand même? Il y a une progression qui est en train de naître au niveau des mentalités. Parce qu'une chose est que
les communautés puissent avoir l'information, parce qu'il faut dire, auparavant, beaucoup n'avaient pas l'information. Beaucoup ne savaient pas que c'était une discrimination. La preuve, j'ai dit, au moment où moi-même je subissais cela, je ne savais même pas que c'était une discrimination menstruelle. Dans le temps, j'étais adolescente, j'avais 14 ans. Donc, les communautés sont en train d'avoir l'information. Et au même moment que l'information est en train d'aller vers les communautés, il y a un autre travail qui doit être fait, veiller à ce qu'il n'y ait plus de discrimination menstruelle. C'est un double effort à faire. Une chose est d'avoir l'information, une chose est de savoir que ça ne se fait pas, une chose est de respecter cela. Et il faut accentuer le message envers les garçons, surtout. Oui, surtout envers les garçons, parce que on a besoin, en fait, dans ce combat, des alliés positifs. Et les garçons, les hommes, sont des alliés très importants, non négligeables, parce que, vous savez, lorsque les garçons et les hommes vont réellement se mettre dans le combat, vont commencer par promouvoir la dignité menstruelle, je pense qu'on aurait plus de la moitié de la communauté avec nous dans cette lutte-là. Parce que les garçons, c'est quand même un effectif, les hommes également. Et aujourd'hui, le constat fait beaucoup plus montre que souvent, lorsqu'une fille se tâche par hasard, par exemple, elle n'est pas souvent huillée par une autre fille. C'est très rare. Ça arrive, mais c'est très rare. Mais elle est souvent huillée par une personne du sexe opposé, parce que lui, il peut facilement s'en laver les mains. Moi, je ne suis pas une personne menstruée. C'est votre chose. Voilà, elle est tachée. Merci beaucoup, Laurence. Peut-être un dernier message à adresser aux jeunes filles qui vous suivent et qui peut-être ont subi ces abus. Moi, je leur dirais tout simplement qu'une fille menstruée est une fille en bonne santé. Ne pas avoir ses menstrues, alors on doit s'inquiéter. Imaginez une fille qui a 18, 20 ans, elle n'a pas encore eu ses menstrues, on doit s'inquiéter. Donc, avoir ses menstrues, c'est signe de bonne santé. Et c'est signe de dignité. On doit en être fier. Que ce soit les filles, les femmes, les garçons, les hommes, les leaders culturels ou autres, tous les membres de la communauté sont nés d'une femme. Et donc, d'une fille d'hier qui a été une fille menstruée. Et donc, les menstruations sont une chose digne et nous devons en être fiers. Nous devons même nous embomber le torse. Merci beaucoup, donc, Laurence Arissou. Je rappelle que vous êtes spécialiste en développement communautaire et présidente de l'ONG ECON. D'ailleurs, c'est bien cela. Voilà. Merci beaucoup à vous, Alain, de nous avoir reçus. Merci. Le sujet était grave, important et vraiment capital. Merci de l'avoir abordé sur les deux rubriques, je vais dire, santé et puis le Bénin en mouvement. Laurence Arissou, bon vent à vous et beaucoup de courage. Merci. Soyez rassurés d'une chose, nous sommes déjà vos partenaires. Merci Revenez beaucoup. ici quand vous voulez. Merci. C'est votre maison. Le sport avec Hugues. Hugues Zissouzouno, bonjour. Alain, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes et très heureux d'être en votre compagnie ce matin. Alors Hugues, au stade général Mathieu Kérékou, il y a eu un match amical entre les seniors et les juniors U23 et le match s'est soldé par un score de 1-0. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Score final 1-0. L'équipe de Guénot Roar était en face de celle de Raymond Tchaye. Score final 1-0. Occasion de l'ancien de la maison, Jodel Dessous. Et puis but d'un nouveau joueur. Pour l'instant, on ne va pas montrer le but, mais on va revenir sur la réaction, surtout de Raymond Tchaye, qui est le sélectionneur des U20. Je suis satisfait de ce qui s'est passé. Je trouve qu'on a mis une belle opposition à la sélection A. C'est encourageant, ça veut dire que derrière, il y a encore de la relève et il y a encore de la matière. Et en si peu de temps, je suis content de ce qu'ils ont produit en termes de stratégie, en termes d'organisation. Je pense qu'on leur a posé beaucoup de difficultés. Après, le haut niveau, c'est ça. Une erreur, ça ne pardonne pas et on s'est fait piéger. Penalty, c'est comme ça, c'est un fait de jeu. J'estime que, je pense, en tout cas de loin, de là où je suis, de ma position, on dirait qu'il n'y a pas. Maintenant, lui, il est plus proche que moi sur l'action. Donc, et mon gardien, il va du beau côté, quoi. Si ça sort, ben, on est chanceux. Mais voilà, le pénalty, c'est comme ça, c'est qui tout double. Aujourd'hui, on a perdu sur le pénalty. C'est encourageant pour les U23.
Du côté des seniors, il y a aussi des réactions. Le capitaine du jour s'est prononcé. Exactement, le capitaine du jour, avant la réaction, précisait que Raymond est en même temps entraîneur des U20 et des U23. Réaction donc du capitaine du jour, Mohamed Tidjani, qui a bien apprécié cette rencontre. Mohamed, qu'est-ce que ça fait de retrouver le pays après une longue saison? Ça fait très plaisir, ça fait très plaisir. Ça fait vraiment plaisir de retrouver toute cette chaleur et voir qu'on est toujours bien accueillis ici. On voit qu'on a manqué au public béninois. Vous avez fini un match avec les U23. Qu'est-ce que vous dites du potentiel de cette équipe? Oh, c'est un très bon match et je vois qu'il y a beaucoup de potentiel dans la sélection U23 et c'est un plaisir pour nous parce qu'on espère qu'ils vont bientôt nous rejoindre. La Mauritanie, du Burkina Faso et de la Centrafrique. Qu'est-ce que vous dites de ce tirage-là pour le Bénin? C'est comme tout autre tirage. C'est à nous de tout donner pour se qualifier. On sait que ce n'est pas une poule facile à jouer, donc on va tout donner. Voilà. Hugues ou non, au sein des spectateurs, je vais dire hier, il y a quand même eu un ancien international béninois. Effectivement, vous faites allusion à Michael Poté, l'ancien écureuil. Il n'a pas joué avec les Guépards. En tout cas, il aurait bien voulu être de la partie avec les Guépards qui étaient à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, 8e de finaliste, éliminé par l'équipe de l'Égypte. Michael Poté, qui travaille avec l'équipe de Coton, était donc au stade de l'amitié Général Mathieu Kérékou. Voici donc sa réaction. On va dire des matchs de fin de saison. C'est vrai qu'il y avait un petit peu moins de rythme. Voilà, il y a un petit peu de fatigue des deux côtés. Mais on a vu des jeunes, notamment chez les U23, qui ont une envie, qui ont faim, qui ont envie de prendre la place et avoir un maillot blanc à l'avenir. Donc c'est ça, c'est le but aussi. En même temps, une équipe A, amoindrie, on va dire, entre guillemets, en termes de joueurs phares, on va dire comme ça. Mais un groupe, une équipe nationale, c'est toute une panoplie de joueurs. Après, comme je l'ai souvent dit, c'est les joueurs en forme du moment. Donc aujourd'hui, il y a des joueurs blessés, etc. Donc on doit pouvoir compter sur nos jeunes. Et là, pour moi, certes, ce n'était pas exceptionnel, pour dire la vérité, mais c'était intéressant de la part du U23 qui ont montré de l'envie. Maintenant, voilà, il faut savoir, il y a un contexte. C'est la fin de saison. L'équipe A a 2 matchs à préparer encore à l'extérieur. Il y a un voyage. Donc d'un côté comme de l'autre, il ne faut pas taper dessus. Mais ça fait plaisir. Je pense que les joueurs, quand même, surtout les jeunes, ont pris du plaisir. Ouais. De ce que vous avez pu voir chez les Blancs, est-ce qu'il y en avait qui n'étaient pas au niveau? Qui n'étaient pas au niveau? Non, on ne peut pas dire ça. Comme je dis, il y a un contexte. C'est une question. C'est pas une affaire de... Bon, pour moi, personne était, du peu que je connaisse, à 100% à son niveau. Maintenant, on peut dire pourquoi, parler des heures, etc. Mais je vais plus parler de bonnes performances ou de moins bonnes performances. Voilà. Il y a des nouvelles têtes, il y a des joueurs on ne s'en rend pas compte quand on est sur le terrain. Je sais de quoi je parle. C'est pas évident quand c'est une première, etc. Il faut avoir de la personnalité. Il y a le terrain, il y a le en dehors du terrain, il y a comment tu arrives, comment tu es reçu dans le groupe. Et c'est jamais évident. Mais il y en a qui s'en sont sortis un petit peu quand même. Voilà, donc de dire bon niveau, pas bon niveau, il faudra un peu plus de temps. Voilà, quoi. Et puis il y a des joueurs qui sont confirmés, comme le capitaine aujourd'hui, Tidjani, qui a joué son rôle tranquillement. Et puis voilà, donc c'est quand même, sans trop s'avancer, voilà, ça reste un groupe qui est en train d'évoluer tout doucement. Hugues Dissous-Zounon, le directeur technique national Adolphe Gouillon était de la partie. Et dites-nous, quelle lecture fait-il de cette opposition entre seniors et U23? Le directeur technique national, c'est celui qui imprime le rythme, le style de jeu à toute une nation, la façon de jouer, de dérouler. Adolphe Gouillon était là, satisfait de la prestation des U23 et surtout, il revient sur la remarquable qualification des U20 chez les femmes. Nous avons assisté à un spectacle de qualité, en particulier un match animé par notre équipe U23. Où on a découvert pas mal de joueurs de talent qui pourront, je l'espère, dans les prochains jours rejoindre, dont certains pourront rejoindre les A. On peut tirer un enseignement, un premier enseignement de cette confrontation, que le Bénin est sur une pente ascendante. Une pente ascendante qu'on a déjà vu, qu'on observe chez les féminines, avec la qualification des U20 féminines à la Coupe du Monde
et probablement une prochaine qualification des U17. Eh bien, plus qu'à maintenant transformer cette transformation qui se passe chez nous au niveau des garçons. Et je pense que sur le spectacle auquel nous avons assisté tout à l'heure, il y a de bons espoirs. Quand on sait aussi que dans nos différents centres de Misrété et de Ndali, nous avons des talents qui n'attendent qu'à émerger et très bientôt. Hugues, à l'issue de cette confrontation avec leurs aînés, comment est-ce que les U23 ont vécu l'expérience? Plus de précision avec leur représentant, un joueur de Dynamo d'Abomey. Je pense que c'était très intéressant parce que jouer contre les seniors, nous gagnons en expérience. C'était une motivation pour nous de les affronter, donc ça nous a donné la joie. Maintenant, on est content de jouer face aux seniors. On n'a pas eu de regrets parce que, comme je l'ai dit, on a gagné en expérience. Alors, Hugues Zissouzounon, Genot Rohr, le sélectionneur national, fait aussi sa lecture de cette rencontre. Oui, le patron des Guépards fait une analyse un peu plus approfondie. Il revient sur la prestation individuelle de quelques joueurs, la prestation également collective de son équipe. Vous avez organisé cet après-midi un match d'entraînement avec les U23. C'était quoi l'objectif de ce match? L'objectif de ce match, c'était de permettre aux U23 de faire une rencontre et à nos nouveaux joueurs de voir un peu ce qu'ils ont dans le ventre. Donc pour nous, c'était à la fois un test, mais aussi la possibilité, par solidarité, de permettre aux U23 qui n'ont pas encore fait de match, pour se préparer eux aussi à leur Coupe d'Afrique des Nations qui commence en septembre également. Donc c'est aussi l'occasion pour moi de voir s'il y a parmi les U23 qui ne sont pas encore avec nous, des joueurs qu'on pourrait éventuellement récupérer pour l'équipe A. Ça a été le cas puisque j'ai remarqué qu'il y avait un très bon ailier qui était là, qui a fini le match avec nous. Donc c'est à la fois détection, repérage de talent, préparation et s'organiser pour les matchs à venir. Vous avez pu voir de la sélection nationale. Est-ce que le comportement des joueurs vous a convaincu? Alors ce qui était intéressant, c'est de voir les nouveaux joueurs qui ont joué pour la première fois. Notamment Amidou Amarou, qui a fait des bonnes choses, qui a fait 3 fois 30 minutes. Ensuite, on a vu Glélé pour la première fois avec nous également. C'était intéressant. Et puis, il y avait des joueurs comme Dodo ou Romaric qui n'ont pas beaucoup joué dans le club. Donc, il leur fallait 90 minutes dans les jambes. Et ça a été le cas. Et donc c'était utile, il n'y a pas eu de blessés malgré les duels qui étaient quand même assez serrés parfois. Et en plus on a gagné le match, donc même si c'est un match d'entraînement, c'est toujours bien de gagner. Et avec des jeunes joueurs qui commencent à évoluer. Et je trouve que c'est une bonne répétition. Coach, une dernière question, la forme physique de Jodel Dessous interroge. On l'a vu un peu avec des kilos en trop, est-ce que vous l'avez observé aussi? On va faire la pesée demain matin et on va vous dire exactement combien de kilos il a de trop. Ce n'est pas le seul, parce que comme vous le savez, il y en a qui ont terminé leur championnat déjà il y a 15 jours ou qui n'ont pas joué depuis un moment, donc forcément c'est une reprise pour eux. Il y a aussi Mohamed Tijani qui est dans ce cas-là. Mais ce qui compte, c'est d'avoir bien travaillé, justement pour retrouver la forme et le poids de forme surtout. Eh bien, je crois que le tour d'horizon est fait. Il y a de l'espoir quand même. Hein? Les Guépards se remettent en jambes. Le coach a été on ne peut plus clair. Et comme ça se passe, la programmation, c'est que le matin, on pèse toujours le poids de chaque joueur pour savoir ceux qui ont pris un peu plus de poids. Faites attention à l'alimentation, les exercices physiques pour être prêt le jour du match. Allez, Hugues Zissouzounon, merci de nous avoir présenté cette page sport. Je crois qu'on se donne rendez-vous demain. Demain, s'il plaît à Dieu. Merci beaucoup. Allez, l'autre rendez-vous que nous allons honorer tout de suite, c'est celui que nous prenons avec les quotidiens de notre pays à travers la revue de presse.
Revue de presse matinale assurée par Ulvaeus Balogun. Ulvaeus, bonjour. Bonjour Alain, comment vous allez? Je vais super bien et vous? Malgré cette matinée pluvieuse. Ah oui, il le faut. Pour l'attention que les téléspectateurs nous accordent, on leur doit bien cette présence au poste. Absolument. Alors, Ulvaeus, au lendemain de son investiture, le chef de l'État, Romuald Wadagni, a ouvert son agenda présidentiel par une série d'audiences tenues au Palais de la Marine. Oui, vous le dites si bien, Alain. Il s'agit d'une séquence diplomatique et économique particulièrement dense qui marque ainsi l'entrée effective du Bénin dans une nouvelle phase institutionnelle. Le quotidien du service public La Nation évoque ses premières audiences entre diplomatie régionale, coopération internationale et échange avec des acteurs économiques de premier plan. Parmi les personnalités reçues figure en bonne place Omar Alieu Touré, président de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, qui était porteur d'un message du président de la transition malienne, Assimi Goïta, l'entrepreneur ivoirienne Fatim Cissé, figure du secteur technologique africain, et Souleymane Kaouka, acteur engagé dans les réseaux économiques régionaux et les partenariats privés. Au regard du ton donné donc à travers ces audiences, le journal Bénin Intelligent estime que face à une Afrique de l'Ouest en désintégration, le président Wadagni apparaît comme la bouffée d'oxygène, car arrivé au pouvoir dans un contexte de profonde fracture diplomatique avec la CEDEAO, dont, vous le savez, les espoirs d'intégration économique, sociale et politique peinent à prendre corps, le départ du Mali, du Niger, du Burkina Faso, de la dite organisation pour créer la confédération de l'AES et la tension latente avec le Niger, eh bien, le président Wadagni ne se contente donc pas de gérer des relations bilatérales. Il adresse un message à toute la région. L'heure n'est plus aux fractures post-CEDEAO, mais à une reconstruction d'un espace ouest-africain fondé sur le respect mutuel et la compréhension. Fraternité parle de bons signaux pour un septennat réussi. Le journal explique que Romuald Wadagni est en roue libre pour son septennat car il dispose désormais d'une large légitimité issue des urnes, d'un paysage institutionnel stable et d'un soutien politique quasi unanime. En clair, il possède une base solide pour engager son action. Mais précise le journal, cette facilité apparente s'accompagne aussi d'une responsabilité totale. Désormais, aucun obstacle politique majeur ne pourra être évoqué en cas de retard. Et justement, c'est pour éviter ce retard, Ulvaeus Balogun, que tous les ministres nommés ont déjà pris fonction. Tout à fait, Alain. Et c'est l'événement précis qui nous fait un peu la revue rapide des passations de service et titre « Tous les ministres s'installent et lancent de grands défis ». Le journal détaille pêle-mêle. Aristide Mendenou, en charge de l'économie et des finances, dévoile ses 3 priorités. Édouard Dahomey, ministre de l'énergie, de l'eau et des mines, promet efficacité et résultats. Le ministre de l'Intérieur, Djibril Maman Cissé, face à de nombreux enjeux de sécurité transfrontalière. Yacine Latoundi veut faire de la culture un pilier du Bénin nouveau. Adi Eton Goubalin annonce une révolution verte de l'agriculture. Médégan Flagara dévoile sa plus grande ambition pour l'enseignement supérieur. Rodrigue Tchaou promet une administration publique plus performante. Et au journal Gaskiani Info, parlant des nouvelles nominations, d'évoquer celle de Wilfried Léandre Mbedi, promu ministre porte-parole du gouvernement. Le journal titre « C'est la prime au travail bien fait ». Et le travail bien fait, c'est aussi notre credo par ici. C'est ce qui nous fait lever chaque matin pour être au service de la République. Ce numéro de votre émission prend fin. Ulvaeus, on se dit à demain, n'est-ce pas? À demain, Inch'Allah, plaise à Dieu. Allez, le meilleur reste à venir et c'est ici sur Bénin TV. À demain.